Ce matin, notre journal commence par un chiffre. En 2025, le monde a connu 65 conflits armés simultanés. C'est un record depuis 1945, un triste record. Et ce n'est malheureusement pas une tendance, ce n'est pas une métaphore, c'est le décompte d'une institution norvégienne dont le seul métier est de mesurer la paix et qui avoue ne plus trouver de points positifs dans ses propres données. Ce record, vous allez l'entendre résonner tout au long de ce journal, parce que ce matin, nous vous racontons plusieurs de ces fronts. Le Moyen-Orient, où Israël et l'Iran se sont frappés mutuellement hier pour la première fois depuis le cessez-le-feu d'avril. Un cessez-le-feu qui, derrière les mots, ressemble de moins en moins à la paix. Washington, où le président américain a annoncé 37 fois en 2 mois qu'un accord avec Téhéran était imminent, 37 fois et toujours rien. Et plus loin, Pyongyang et Pékin, où d'autres puissances regardent ce chaos occidental avec quelque chose qui ressemble à de la satisfaction. Ces actualités ne sont pas séparées, elles ne sont pas les soubresauts habituels d'un monde instable, elles sont le chapitre d'un même basculement, celui d'un ordre international qui se fissure, institution par institution, parole par parole, frappe par frappe. Vous écoutez le live de TV Finance, merci beaucoup et on commence. Il y a un chiffre qui devrait suspendre toutes les conversations ce matin. En 2025, le monde a connu 65 conflits armés simultanés, le niveau le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une métaphore, c'est le décompte rigoureux de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, publié ce matin. Des chercheurs dont le métier est de mesurer la paix et qui avouent ne plus trouver de points positifs dans leurs propres données. 245 000 morts liés au combat en une seule année, 76 500 civils délibérément ciblés, soit 5 fois plus qu'en 2024. Au Soudan, dans la seule ville d'El Fasher, les massacres auraient fait, tenez-vous bien, 60 000 morts. L'année 2025 devient ainsi la plus meurtrière depuis la fin de la guerre froide, derrière le génocide rwandais de 1994 et derrière la guerre de Tigré en 2021. Nous sommes en compagnie sinistre. Et ce qui rend ce rapport particulièrement tranchant, c'est qu'il nomme sans détour Israël y est décrit comme l'un des pays les plus agressifs au monde actuellement, engagé simultanément à Gaza, au Liban, en Syrie, contre l'Iran, contre les Houthis. 5 fronts, un seul pays. Les États-Unis ne sont pas épargnés non plus. Le retour de Donald Trump a entraîné non seulement des attaques et une augmentation de la violence, mais aussi la mise en place de barrières commerciales. Ce n'est pas un éditorialiste en colère, c'est une institution scandinave spécialisée dans la mesure scientifique de la paix. Le diagnostic de fond est celui-ci. Les conflits ne se succèdent plus, ils se superposent. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé, les mécanismes de désescalade sont grippés et le monde, et la chercheuse Siri As-Rustad, je la cite, n'a aucun répit. C'est très différent d'avant. Ce matin, notre journal vous raconte plusieurs de ces fronts. Ils ne sont pas des actualités séparées, ils sont les chapitres d'un même basculement. Pendant quelques heures, hier, le Moyen-Orient a regardé l'abîme en face. Pour la première fois, depuis le cessez-le-feu d'avril, Israël et l'Iran se sont frappés mutuellement sur leurs territoires respectifs. Une ligne rouge franchie, et pourtant, personne ne l'a vraiment franchie jusqu'au bout. Et c'est là toute la subtilité de ce moment. Cette escalade n'est pas un dérapage, c'est une partition jouée à plusieurs mains avec des règles tacites que chaque acteur connaît par cœur. Israël frappe Beyrouth pour satisfaire son extrême droite et peser sur les négociations. L'Iran riposte pour ne pas perdre la face. Devant ses proxys, Donald Trump intervient en pompier tout en maintenant le blocus des ports iraniens. Chacun avance ses pions, chacun se ménage une sortie. Mais cette logique du jusqu'ici pas plus loin a ses limites. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est aujourd'hui l'acteur le plus imprévisible de l'équation. Dos au mur dans les sondages, dépendant d'une coalition d'extrême droite qui réclame la guerre totale, il ignore ouvertement les injonctions de Washington sans en subir les conséquences. Et c'est une anomalie très dangereuse. Un allié qui ne se laisse plus tenir en laisse fragilise toute architecture de désescalade. Côté iranien, la suspension des opérations est un signal, mais l'avertissement qui l'accompagne est tout aussi clair. La prochaine fois sera beaucoup plus sévère. Téhéran teste les contours du possible et chaque cycle d'escalade repousse un peu plus ses contours. La vraie question prospective n'est donc pas celle du cessez-le-feu, puisqu'il ne tient déjà plus que de nom, c'est celle du seuil. Jusqu'où Netanyahou peut-il aller avant que Washington soit contraint de choisir entre son allié et la stabilité régionale ? Ce choix-là, Donald Trump le reporte depuis des mois et il ne pourra pas l'éviter indéfiniment.
Il y a des chiffres qui méritent qu'on s'y arrête. Depuis le 17 avril dernier, date à laquelle les États-Unis ont officiellement annoncé un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a mené, tenez-vous bien, 3491 frappes aériennes, 407 explosions contrôlées et 6 opérations de destruction de grande ampleur. C'est Nawaf Salam qui publie ces données, ce Premier ministre libanais issu de la société civile portée par l'effondrement du système clientéliste libanais aujourd'hui en négociation directe à Washington. Un homme qui choisit ses mots avec soin, et la question qu'il ne pose pas tout à fait mais qui flotte dans l'air mérite d'être posée maintenant. À quoi ressemble donc un cessez-le-feu qui n'en est pas un? Israël a sa réponse rodée et juridiquement habillée. L'accord autorise les opérations contre les infrastructures du Hezbollah. C'est techniquement défendable, c'est surtout stratégiquement calculé. Car derrière cette interprétation extensible à souhait se dessine une doctrine claire. Utiliser la fenêtre du cessez-le-feu, non pas pour geler le conflit, mais pour le conclure militairement. Détruire ce que les années de guerre ouverte n'ont pas suffi à éliminer pendant que la communauté internationale, elle, regarde ailleurs. Cette logique révèle une asymétrie fondamentale dans l'architecture des cessez-le-feu négociés par Washington. Ils contraignent les parties les plus faibles sans disposer des leviers réels pour discipliner Israël. Le résultat est un ordre à géométrie très variable où la même puissance médiatrice bloque les ports iraniens d'une main et ferme les yeux sur 3491 frappes de l'autre. Ce déséquilibre structurel a un prix que Washington paiera tôt ou tard. Chaque frappe supplémentaire érode sa crédibilité comme garant de tout futur accord, radicalise les opinions régionales et offre à Téhéran l'argument rhétorique le plus efficace pour justifier sa propre intransigeance. On négocie la paix à Washington, on la bombarde depuis Tel Aviv. 37, c'est le nombre de fois où Donald Trump a annoncé, depuis le 23 mars, qu'un accord avec l'Iran était imminent. 37 déclarations publiques sur Trust Social, devant les journalistes, au téléphone, avec les médias affirmant que l'Iran, je le cite, mourait d'envie de conclure un accord, que tout était presque finalisé, que la guerre serait terminée relativement rapidement. C'est le Washington Post qui a fait le décompte, pas un éditorialiste en colère, un journaliste avec un tableur. Le 7 avril, c'était 2 semaines pour finaliser. Le 17 avril, l'Iran avait tout accepté. Le 23 mai, les derniers points étaient en discussion. Le 28 mai, c'était presque conclu. Et dimanche dernier encore, ils étaient très proches d'un accord définitif. Hier, Israël et l'Iran échangeaient des frappes sur leurs territoires respectifs. Ce qui se révèle ici, dépasse la mauvaise foi ou la déconnexion du réel, même si les deux sont très documentés. C'est l'usure d'un outil diplomatique fondamental, la parole du médiateur. Quand le garant d'un cessez-le-feu annonce 37 fois la même chose sans résultat, ce n'est plus de la diplomatie, c'est de l'incantation. Et les incantations ne retiennent pas les missiles. Le problème structurel est celui-ci. Donald Trump a besoin que l'accord existe avant qu'il existe. Pour calmer les marchés, satisfaire son opinion, justifier une guerre qu'il a lui-même lancée en février, alors il l'annonce encore et encore. Et pendant ce temps-là, Téhéran prend note. Chaque annonce, son lendemain, est une démonstration supplémentaire qu'il n'y a pas de coup à résister. 37 fois, bientôt, 0 accord. La crédibilité américaine au Moyen-Orient se mesure désormais à cette arithmétique-là. Il y a quelque chose de presque vertigineux dans le tableau que je vais vous dresser maintenant. Pendant que Washington s'épuise à gérer l'embrasement du Moyen-Orient, à l'autre bout du monde, Kim Jong-un inaugure des restaurants panoramiques, lance des applications de VTC et construit un quartier de gratte-ciel dont 2 tours ont été peintes en rouge en forme de missile. Le message est d'une clarté absolue et brutale. Les sanctions, c'est pour les autres, car la Corée du Nord réussit ce qu'aucun économiste n'aurait prédit il y a 5 ans. Son économie a progressé de 3,7% en 2024 et en 2025, ce sera encore mieux. Le secret tient en une équation simple et cynique. Des munitions et des soldats contre des devises et des technologies, plus de 10 milliards de dollars engrangés en vendant des armes à la Russie, des milliers de soldats envoyés mourir en Ukraine, un tiers tué ou blessé en échange de systèmes de défense aérienne et de savoir-faire militaire que Pyongyang n'aurait jamais pu acquérir autrement. Ce qui se joue ici dépasse largement la péninsule coréenne. La Corée du Nord est devenue le laboratoire vivant d'un nouvel ordre mondial, celui où les sanctions occidentales ne fonctionnent plus dès lors qu'un pays peut s'adosser à l'axe Moscou-Pékin. Xi Jinping
à Pyongyang hier, premier voyage à l'étranger de l'année, en est la démonstration éclatante. Le communiqué commun est révélateur par ailleurs de ce qu'il se tait. Le mot dénucléarisation n'y apparaît pas une seule fois. Pékin a arbitré, Kim Jong-un n'est plus un problème à résoudre, c'est un atout stratégique à consolider, un levier de pression permanent sur Washington et Séoul. Cette bascule a des implications considérables et vous vous en doutez. Elle valide auprès d'autres régimes sous sanctions, l'Iran, la Russie, le Venezuela, qu'il existe une voie de contournement viable. Elle démontre que l'architecture de coercition économique bâtie par l'Occident depuis 30 ans se fissure dès que la Chine et la Russie décident de ne plus jouer le jeu. Et elle place Trump dans une position absurde. Il parle de dénucléarisation pendant que Kim Jong-un inaugure des concessions BMW. L'un des deux ne lit pas la même réalité et c'est probablement Kim Jong-un raison. Il y a un autre chiffre qui devrait faire réfléchir Washington. En mai 2026, les exportations chinoises vers les États-Unis ont bondi de 35,4%, leur plus forte progression depuis mars 2021, c'est-à-dire depuis l'époque où Donald Trump n'était plus président. Et il est redevenu. Et la Chine exporte davantage que jamais vers son marché. Le paradoxe est saisissant et brutal. Des années de droits de douane, de guerre commerciale, de rhétorique de découplage, et le résultat publié ce matin par les douanes chinoises, c'est un excédent commercial de 105 milliards de dollars en un seul mois. Le moteur, l'intelligence artificielle et les énergies vertes. Pendant que l'Occident se déchire sur le Moyen-Orient, la Chine, elle, a silencieusement capté la demande mondiale en semi-conducteurs, véhicules électriques et matériel solaire. Les exportations de haute technologie ont progressé de 50% sur un an, les circuits intégrés de 32%. Ce qui se joue ici dépasse la statistique commerciale. La guerre en Iran, loin de fragiliser Pékin, lui a rendu service. Les acheteurs étrangers se sont précipités pour sécuriser leurs approvisionnements avant que les coûts énergétiques n'explosent. La disruption du détroit d'Ormuz a fait le reste en atténuant les pressions déflationnistes qui plombaient l'économie chinoise depuis des années. La crise des autres est devenue le carburant de la croissance chinoise. Mais il reste une fissure dans ce tableau. La demande intérieure, elle, eh bien, elle s'effondre, la demande intérieure chinoise. La croissance des ventes au détail frôle le zéro. Le marché immobilier ne se redresse pas. L'emploi manufacturier recule malgré l'essor des exportations. L'automatisation détruit les postes plus vite que les commandes ne les créent. La Chine avance donc en K. Une moitié qui s'envole, une autre qui décroche. Mais pour Pékin, l'urgence n'est pas là. Quand l'export tient, la relance peut attendre. Pendant ce temps, Donald Trump, lui, il perd des plateaux de télévision. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et globalement, les investisseurs vont probablement rester dans leur starting block avant la décision de la Banque centrale européenne de après-demain. Résultat, pas grand-chose à noter aujourd'hui, tout au plus, le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Madame Lagarde, à 18h30. Voilà, on marque une pause et on se retrouve demain. À demain.